Sofia Coppola, depuis Virgin Suicides jusqu'à ce nouveau film, Priscilla, en passant par Marie-Antoinette, Lost in Translation ou Les Proies, n'a cessé de filmer des jeunes filles, des jeunes femmes ou des femmes en décalage avec l'univers dans lequel elles sont contraintes d'évoluer. Ce que la cinéaste a compris, depuis fort longtemps, c'est que le monde ne s'accorde que très rarement avec les désirs ou les fantasmes individuels, qui plus est, lorsque l'on est une femme. Priscilla s'inscrit donc dans une continuité, ou plutôt réintroduit dans l'œuvre de la cinéaste, au cœur du processus créatif qui l'anime, un questionnement existentialiste majeur, une obsession diront certains. Comment, lorsque l'on est une jeune femme, parvenir à habiter un monde qui n'est en rien pensé, organisé ou même soucieux du point de vue du féminin ? Depuis ce postulat, nous rejoindrons le point de vue de la cinéaste qui considère, à raison, nous semble-t-il, qu'il semble bien complexe d'imaginer pouvoir répondre aux questionnements existentialistes traditionnels lorsque l'on est une femme. À notre époque encore, il semble toujours compliqué pour une femme de pouvoir exercer comme bon lui semble le plein contrôle de ses actes. Alors comment pourrait-elle discipliner son existence et ainsi commander à sa destinée ? Ou encore, comment décider des valeurs morales ou non que l'être choisira d'adopter ? Forcément, Sofia Coppola n'est plus la même femme que lors de Virgin Suicides de Marie-Antoinette, le film dans la filmographie de la cinéaste qui se rapproche le plus, sans doute, de Priscilla ou même des Proies. L'approche de Sofia Coppola diffère en bien des points, mais la différence la plus évidente se matérialise à travers l'élaboration de son personnage principal. Car Priscilla, le film, est une sorte de synthèse des précédentes réalisations de la réalisatrice. Là où l'étude existentialiste du rôle du féminin dans la société répondait aux projections adolescentes des sœurs Lisbonne dans Virgin Suicides, là où les discordances entre l'être et sa fonction dans Marie-Antoinette, ou les conséquences des frustrations occasionnées par des sentiments ou des désirs inassouvis à différents âges de la femme dans Les Proies agissaient, l'examen se déroule désormais dans Priscilla selon l'évolution et la trajectoire d'un seul personnage. Rarement, avouons-le, un synopsis aura donné autant d'indications au spectateur pour suivre et décrypter une œuvre. Il nous dit ceci. Quand Priscilla rencontre Elvis, nous parlons d'Elvis Presley bien sûr, elle est collégienne. Lui, à 24 ans, est déjà une star mondiale. De leur idylle secrète à leur mariage iconique, Sofia Coppola brosse le portrait de Priscilla, une adolescente effacée qui, lentement, se réveillera de son conte de fées pour prendre sa vie en main. Nous sommes donc en 1959, comme ne l'indique pas cette introduction fournie par la production. Priscilla Beaulieu est âgée de 14 ans et vit dans une famille où le père, militaire de profession, a été affecté en Allemagne où Elvis Presley effectue son service militaire. Priscilla et Elvis se rencontrent, ils se plaisent. Le charme agit, le conte de fées commence. Pour être plus précis, si le film emprunte des éléments qui, par analogie, s'accordent avec des éléments situationnels propres au conte de fées, rencontre improbable entre deux êtres que tout oppose, présence parentale qui freine le développement de l'idylle espérée, espace qui concentre tous les fantasmes comme un château par exemple, présence d'individus qui sont des répliques ou des rappels de la volonté des ascendants, etc., c'est surtout la trajectoire initiatique de Priscilla qui interpelle, et notamment les harmoniques que Sofia Coppola a su créer avec des récits tels que Blanche-Neige par exemple, ou, en certains points, Alice de Lewis Carroll. Le film s'ouvre au moment où Priscilla Beaulieu, gagnée par un ennui dont elle ne parvient pas à se défaire, s'interroge quant à son statut. Est-elle réellement encore une enfant ? Comment signifier à son entourage que sa personnalité naissante ne peut plus se satisfaire d'être placée sous l'autorité de ses parents ? Et pour résoudre cette problématique, il faut l'apparition d'un élément déclencheur. Ce sera Elvis Presley, sorte de prince charmant ou, en tout cas, figure idéale de l'inaccessibilité. Sofia Coppola ne s'y trompe pas. Pour souligner combien le chemin sera long pour Priscilla avant de devenir un être pleinement accompli, la cinéaste a fait appel à deux comédiens au physique aussi dissemblables qu'harmonieux. Si les deux comédiens, Jacob Elordi dans le rôle d'Elvis et Cailee Spaeny dans le rôle de Priscilla, partagent une beauté que personne ne leur contredira, ils affichent toutefois une différence de taille qui, au début du film, souligne leur différence et, surtout, le chemin qu'il reste à parcourir à la jeune fille avant d'envisager pouvoir être regardée comme une femme. À ce sujet, la mise en scène s'inscrit dans une logique de verticalité qui souligne par la présence permanente de plongée ou de contre-plongée ce qui réunit ou ce qui sépare physiquement et moralement Elvis de Priscilla. À ce sujet, le développement du récit s'articule autour de figures narratives contradictoires. Priscilla suit une logique rectiligne qui consiste à rechercher et à trouver des synchronies possibles entre ses désirs, ses fantasmes et la réalité du monde. A l'inverse, Elvis ne sera jamais en concordance avec le temps qui est le sien. Trop grand pour le monde qui l'accueille, trop en avance sur la création musicale de son temps au début, avant d'être dépassé par l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes qui diffèrent radicalement de ses propositions musicales. Par ailleurs,
De manière paradoxale, Elvis apparaît attaché à des traditions sociétales qui semblent contredire la modernité que sa musique et l'interprétation qu'il fait de celle-ci suggèrent. Ainsi, dans le film, Elvis suit un cheminement irrégulier, imprévisible, sur lequel le personnage ne peut exercer le moindre contrôle, tandis que Priscilla suit les apprentissages logiques d'une construction identitaire jalonnée de marqueurs élémentaires qui permettent de rendre compte de l'évolution du personnage. D'ailleurs, dès l'arrivée de la princesse au château, c'est-à-dire de Priscilla à Graceland, les épreuves se présentent à Priscilla. Déjà, il s'agira d'être crédible aux yeux de la cour qui gravite autour d'Elvis. L'éducation de Priscilla commence sitôt le portail de la propriété franchi. Ainsi naît la conscience de l'importance de ne pas esquiver les obstacles qui se présentent à Priscilla. Regard des autres, éducation scolaire, présence de soupirantes femmes réduites à un rôle d'objet sans parler des insatisfactions sexuelles ou sociales qui en résultent. Le film met alors en lumière les questionnements légitimes de la jeune femme. À quoi ressemble réellement le monde? Comment exister dans la sphère d'influence d'Elvis? Comment vivre dans cet univers restrictif? La mise en scène apportera différentes réponses à ces questions et s'adaptera à l'évolution morale et intellectuelle de Priscilla. La soumission de l'apparence physique de Priscilla au désir et à la vision de la femme que s'en fait la rockstar inaugure quelques choix intentionnels particuliers. Déjà, dans Marie-Antoinette, Sofia Coppola a fait usage du très gros plan avec une récurrence limitée à quelques chapitres de l'évolution identitaire de son personnage. Ici, même procédé, mais utilisé à l'inverse. Autant les gros plans, parfois sur des objets anachroniques, endossaient le rôle de marqueur de l'insoumission de la jeune reine à son rôle dans Marie-Antoinette, autant ici, le très gros plan accentue l'inadéquation entre les appétences profondes de Priscilla et les vêtements, le maquillage et les objets que lui impose de porter Elvis, qui devient alors une figure proche de Pygmalion. Il façonne la jeune femme afin qu'elle corresponde à des règles marketing qui lui sont sans doute d'ailleurs susurrées par ses mentors. Nous l'avons dit, le film peut être lu comme un conte de fées. C'est d'autant plus vrai que la mise en scène embrasse totalement le point de vue de Priscilla. C'est-à-dire que les cadres, les mouvements de caméra, les éclairages changent selon les progressions, selon les victoires de Priscilla. Ce choix intentionnel devient assez vite la retranscription formelle d'une pensée, celle de la jeune femme bien sûr, donc celle aussi de Sofia Coppola, libre toutes deux de retenir et de se servir de ce que révèle l'histoire de Priscilla avec Elvis sur la nature humaine. Car derrière ce que retiendra Priscilla de ses expérimentations se cache un désir d'indépendance, inconscient d'abord puisque diffusé par de petites touches visuelles, puis plus présent ensuite à l'écran dès lors que les plongées et les contre-plongées s'estomperont au fil du récit. Conte de fait encore, Priscilla l'est dès lors que le film se charge de deux caractéristiques essentielles, celle du charme qui correspond à la première partie du film, puis celle de la formation qui, dans la deuxième partie du film, se mesure aux actes et aux décisions prises par la jeune femme. Autre aspect de la mise en scène qui nous semble relever d'un intérêt particulier, puisqu'il nous autorise la formulation d'une piste de lecture complémentaire à celle du conte de fées, tout au long du film, la texture de l'image invite à quelques spéculations. Une image vaporeuse accompagne en quelques séquences l'évolution du personnage, mais pas toutes. Dans cette esthétique, il ne serait pas hasardeux d'y voir une évocation de l'univers du rêve et de ses conséquences analytiques. De ce fait, le film pourrait être lu comme un accès aux conclusions de l'étude formulée par Priscilla sur ses propres désirs, sur ses propres fantasmes. Et lorsque le rêve s'évanouit, le retour au réel reprend ses droits. Priscilla, en ce sens, s'impose comme la manifestation, et non comme la revendication, d'une émancipation féminine qui s'architecture autour de différents concepts qui couvrent un spectre qui va de la renonciation à la persévérance en passant par la persistance. Et il n'est surtout pas interdit de voir dans cette méthodique conception filmique un résumé de l'œuvre de Sofia Coppola.